Bien, alors on va démarrer sans plus tarder puisqu'on est au complet, hein, je pense. Alors, comme d'habitude, je vous invite à prendre de quoi noter. Ça va être, une approche hem, très pragmatique, si on peut dire, très biologique, très physique. Vraiment, on va revenir sur des bases très, très essentielles. Alors bien pour commencer, quand on parle d'être bien dans sa tête, on fait référence à la santé mentale, si je puis dire. Savoir si nous sommes dans un équilibre ou dans un déséquilibre, dans un désordre mental ou, plutôt dans une harmonie mentale. Heu, donc le contenu de l'atelier, ça va être, très rapidement, je vais essayer d'aller rapidement aussi dans le contenu en lui-même de l'atelier pour qu'on puisse, faire des exercices pratiques à la fin. Donc le contenu sera sur, l'état on va voir rapidement l'état des lieux. Ensuite, on va revenir sur les bases que l'on a vues dans le premier et deuxième atelier, mais très rapidement. On va aborder la santé mentale d'un point de vue psychologique et puis d'un point de vue biologique et puis, voilà. Normalement, une fois qu'on aura vu tout ça, vous saurez par vous-même ce qu'il convient de faire pour être en bonne santé mentale, si je vais utiliser ces termes, même si, voilà, le mot santé, mais de toute façon, l'état des lieux, c'est que 100 de la population mondiale présente des symptômes de troubles du mental, de troubles mentaux quoi, en gros. Alors, bien évidemment, quand on parle de symptômes, qui dit symptôme ne dit pas trouble, hein. Un symptôme n'est pas synonyme de trouble. Par contre, quand il y a trouble, il y a forcément symptôme. Je fais une parenthèse, c'est comme on entend beaucoup parler des symptômes de l'évolution. Ce n'est pas parce qu'il y a des symptômes qu'il y a évolution. Par contre, quand il y a évolution, il y a forcément des symptômes, OK? C'est une petite parenthèse. Là, 100 de la population mondiale présente des troubles, des symptômes, pardon, présente des symptômes. En gros, ça signifie que nous sommes tous, nous vivons sur la terre dans un grand hôpital psychiatrique. Tous les médecins sont d'accord pour reconnaître cet état de fait. L'état des lieux que je vous donne là, il vient du dernier rapport de l'OMS, voilà, sur la santé mentale, je précise, hein. Dans ce chiffre, 50 présentent un trouble au moins une fois dans sa vie. Ça veut dire qu'au moins une fois dans sa vie, 50 des êtres humains vivent un trouble. Donc quand on parle de vivre un trouble, quand on dit que nous avons des symptômes, ça signifie que nous avons tous, des troubles de l'anxiété, des troubles du comportement plus ou moins importants. Quand il y a réellement trouble, c'est que cet état est d'une certaine intensité ou alors il va être et non seulement d'une certaine intensité, mais en plus il va être d'une certaine durée, il va être prolongé dans le temps ou alors il va être, à répétition, donc chronique et là on parle de trouble. Sinon on parle de symptômes de trouble et sur toute cette population en réalité, actuellement 450 millions de personnes sont touchées par un trouble, voire par plusieurs troubles, parce que très souvent, il y a plusieurs troubles qui sont, associés. Donc dans les troubles les plus, connus, les plus fréquents, on a les troubles de l'humeur. Ça, c'est tout ce qui est des épisodes dépressifs, unipolaires, on va dire, ou bipolaires, hein. A C'est-à-dire soit on exprime toujours une même chose dans un état dépressif, soit on est dans une modulation de ce qu'on exprime, mais toujours dans une certaine intensité. Voilà, donc plus ou moins intense et ce trouble alors, je vous apporte des infos que tout le monde connaît et je vous apporte entre parenthèses des infos, personnelles, on va dire. Ce trouble pour moi est, complètement lié à notre état énergétique, au manque d'énergie ou à une surdose d'énergie à un moment donné où on ne peut pas la gérer.
L'état dépressif, comme son nom l'indique, c'est une dépression dans l'énergie. C'est notre énergie qui chute et à un moment donné, cette énergie a tellement chuté qu'on descend dans des états très, très bas. C'est une parenthèse. Ensuite, comme trouble, on a les troubles de l'anxiété, tout ce qui est stress, panique, anxiété, comme son nom l'indique. Et ce trouble, on peut le vivre de façon individuelle, donc on peut avoir une anxiété individuelle propre à nous, des paniques qui sont propres à nous, mais il y a aussi l'anxiété sociale, généralisée, enfin collective. Et tout ça, ça nous impacte à différents degrés pour chacun, pour chacun et dans différentes intensités, je veux dire. Il y a aussi les troubles du comportement. Donc les troubles du comportement, c'est tout ce qui est alors les troubles de l'anxiété, c'est très lié, pour moi, ma petite parenthèse, c'est lié à, tout ce qui est des mémoires émotionnelles. Tout ce que l'on a mis comme émotion sur un événement. Tout ça, ça crée des troubles de l'anxiété. Ensuite, nous avons les troubles du comportement, donc tout ce qui est, troubles alimentaires, troubles addictifs, tout ce qui est du comportement. En général, il y a les troubles de la sexualité aussi, hein, tout ce qui est de la nymphomanie, comme on dit. Tout ce qui est troubles du comportement, ça va également être lié très souvent à des mémoires émotionnelles. Donc tout ce qu'on appelle les mémoires émotionnelles, c'est la psychologie, c'est l'astral, plus ou moins archétypal ou néotypal, ça dépend. Et vous avez aussi comme troubles de plus en plus connus, reconnus, en tout cas, les troubles du développement. Donc ça, c'est tout ce qui est dyslexie, dysphasie, dyscalculie, tout ce qui est dys et tout ce qui est autiste. Ça, ce sont les troubles du comportement et là, on en arrive à un phénomène sociétal. C'est plutôt comme un genre bah, si j'emploie le terme ésotérique, je dis karma. Si j'emploie le terme scientifique, je dis, c'est une conséquence inécologique de nos actes ignorants, en fait. Et ensuite, comme trouble très connu, on a la schizophrénie. La schizophrénie, bon, ce qu'en disent la science et ce que j'en dis moi, c'est très différent. Tant qu'on ne voudra pas reconnaître que quand une personne dit qu'elle entend des voix, eh bien, elle entend des voix, eh bien, on a du mal à aller dans certains endroits, forcément. Et donc ça, c'est pour donner l'état des lieux, en fait, hein, de ce qui se vit actuellement, de tous les troubles que l'on peut rencontrer et pour vous dire à quel point tout le monde, tous les êtres humains sont touchés par ces troubles. Ces troubles, ces troubles touchent notre base, si je puis dire, puisque ce sont tous des troubles mentaux, donc qui sont générés à notre matière cérébrale, on va dire, hein, de notre cerveau. Donc, on va revenir maintenant sur les bases fondamentales, parce que là, je vous parle déjà de base, c'est notre matière cérébrale, une base importante sur laquelle on va revenir. Les bases fondamentales, eh bien, si vous vous souvenez bien, c'est que nous sommes constitués de plusieurs corps. Très souvent, on emploie le mot corps pour dire que nous sommes multidimensionnels. On peut parler, quand on parle de corps, on parle de matière, on fait référence à la matière. Et très souvent, les gens ont, comme l'être humain aime imaginer, il aime imaginer, il aime identifier et il aime personnaliser. Donc, il va tout de suite, quand on va parler du corps vital, par exemple, ou du corps émotionnel, il va imaginer un corps avec une forme de corps, hein, forcément. Mais c'est pas tout à fait ça. Le corps, quand on parle de corps, on parle de matière, et quand on parle de matière, on parle de matière organique, d'atomes, mais on parle aussi de matière subatomique. Donc, la pensée est de la matière. Ce n'est pas la même matière que le corps physique, mais c'est de la matière. Les émotions sont de la matière.
Donc on peut parler de matière ou d'éther, en fait, on parle exactement de la même chose à différents niveaux de fréquence. Donc là, nous sommes constitués donc de matière-éther et à la base de cette matière-éther, nous avons le corps physique et ce corps physique, il est régi par des lois qui lui sont propres. C'est-à-dire que quand il fait froid, je dois réchauffer. Mon corps nécessite que je l'habille. Quand il fait chaud, mon corps nécessite que je me découvre. Quand je dois me nourrir, je dois me nourrir. Je ne peux pas y déroger. Donc mon corps physique répond à des lois très précises. Mon corps vital, je reviens rapidement, hein. Mon corps vital répond lui aussi à des lois très précises. Mon corps vital, c'est celui qu'on appelle la vie, le corps de vie, le corps qui anime, un corps physique. Il est intimement lié avec le corps physique. Vous le savez déjà tout ça, mais je le rappelle, c'est important quand même de le rappeler. Le corps vital, c'est celui que les acupuncteurs traitent. Quand vous allez chez l'acupuncteur, c'est bien, vous le connaissez, c'est celui qui permet aux plantes de continuer, c'est celui qui permet à une pomme de continuer à mûrir même quand elle n'est plus sur le pommier. Voilà, ça c'est le corps vital, c'est l'énergie vitale et cette énergie est régie par ses propres lois. Notre corps physique a besoin d'énergie vitale et d'énergie vitale tellurique, donc yin, et d'énergie vitale cosmique, donc yang, solaire et tellurique. Et l'énergie tellurique, il en récupère essentiellement la nuit, que la nuit d'ailleurs, quand il dort. L'énergie yang, il en récupère quand il s'expose au soleil, quand il mange des bons fruits crus, des légumes crus, quand il respire aussi. Bref, ça, ce sont des informations que vous savez déjà, des choses que j'ai déjà dites, donc je reviens très rapidement dessus. Ensuite, vous avez le corps astral. Le corps astral, la psychologie. Alors, ce qu'on appelle la psychologie, je reprécise encore, hein. La psychologie, ce qu'on appelle la psychologie, c'est tout ce qui est englobé dans le mémoriel, tout ce qui est relié à l'apprentissage, tout ce qui est relié à nos mémoires volatiles. La psychologie volatile et profonde, hein, densifiée. La psychologie, elle comprend 2 éléments dont on en parle souvent. Elle comprend l'âme et elle comprend l'ego. L'âme, c'est l'âme, c'est comme une protection pour l'ego. C'est-à-dire que l'âme, elle contient toutes les expériences passées. On dit que l'âme, elle sert à l'expérience. Sans âme, pas d'expérience. L'expérience, c'est toutes les mémoires. Et toutes les mémoires auxquelles on va s'identifier vont former des mémoires ultra densifiées qu'on va appeler l'ego. C'est l'ego qui mène la danse aujourd'hui et c'est l'ego qui, par son besoin d'expression, est toujours en recherche. Alors l'ego, il a besoin de 2 choses principalement. L'ego, l'âme, la psychologie, hein. Elle a besoin de 2 choses essentiellement. C'est de s'exprimer pour savoir qu'il existe, sinon il ne peut pas savoir qu'il existe parce que l'ego, ce sont des mémoires, c'est une identification à des mémoires, à ce qui est mort et pour savoir que ça existe, ça doit s'exprimer. Et la 2e chose dont il a besoin, c'est d'être nourri en retour pour pouvoir conserver l'énergie, justement. Donc il s'exprime et il prend l'onde de forme de l'autre en général en retour. C'est-à-dire qu'un ego colérique exprime de la colère, pas qu'il s'identifie, mais un ego qui exprime de la colère a besoin, la colère va toujours, cette mémoire colérique qu'il a cristallisée en lui, va toujours avoir besoin de s'exprimer et en s'exprimant, elle sait qu'elle existe et l'onde de forme qu'elle récupère en retour, c'est-à-dire que quand on se met en colère face à quelqu'un, il y a toujours une réaction et cette réaction, elle nourrit l'ego
Si la personne ne réagit pas de la manière à laquelle on s'attend, c'est-à-dire que si je me mets en colère, je m'attends à ce qu'il y ait un peu de remous aussi en face. Mais si la personne reste super zen en face et que je ne m'attends pas à ça, je vais pas être nourrie comme je l'espère, donc par la vibration que j'émane moi-même, et là, je vais avoir un problème. Je vais me sentir déstabilisée. Mon ego va se sentir déstabilisé. C'est juste un petit exemple, un court exemple pour parler de l'ego, de la psychologie. Cette psychologie qui est absolument sans foi ni loi, ou alors qui en a un peu trop, je sais pas. Mais du coup, cette psychologie régit tous les autres plans, tous les autres corps. C'est-à-dire que on va habiller le corps psychologique plutôt qu'habiller le corps physique. On va s'habiller par goût, par plaisir vestimentaire et non par confort pour le corps. On va s'habiller par éducation aussi, par morale ou par concept. On va pas s'habiller pour le corps. La plupart du temps, on s'habille pour tout un tas de choses, mais pas pour que le corps soit confortable et à l'aise. Si je prends le cas des femmes, bien souvent, vous les voyez avec des talons. C'est pas très bon pour l'ossature, mais c'est bon pour la psychologie. Le maquillage, c'est pareil. Ce n'est pas bon pour le corps qui ne peut plus respirer, mais c'est bon pour la psychologie. Quand on mange des choses qu'on sait parce qu'aujourd'hui, avec toutes les études qu'il y a, on le sait qu'il y a des choses meilleures que d'autres pour le corps physique. Eh bien, malgré le fait qu'on le sache, la majorité des gens continuent de manger des choses qui ne sont pas très bonnes pour leur corps physique, parce qu'ils nourrissent la psychologie et non le corps physique. Donc ça, c'est vraiment les bases à voir, c'est qu'on nourrit sans cesse un seul de nos plans de conscience, et pire, on soumet les autres plans de conscience à ce seul et unique plan-là. Je ne suis pas arrivée au mental, mais pour le corps mental, c'est pareil. Le corps mental, c'est l'intellect naissant de l'être humain. C'est le plan, le corps qui lui permet de logiférer, d'avoir un raisonnement, de poser des informations les unes à côté des autres, d'ordonner, de coordonner, de raisonner. Mais ce plan mental est né de la psychologie, il est né de l'astral, il est né des mémoires, parce qu'on ne peut pas raisonner si on n'a pas de mémoire. On ne peut pas aller chercher de l'information si on n'a pas accès à l'information. Donc ce plan intellect, ce plan mental, il est né de la psychologie et il est encore soumis à la psychologie. C'est-à-dire qu'on va être capable de construire, de coordonner des choses extraordinaires pour satisfaire la psychologie. On va être capable de construire des armes incroyables parce qu'on a peur. On va être capable de construire, eh bien, des choses, des fast-food par exemple, ou des industries agroalimentaires, je devrais dire, juste pour satisfaire la psychologie. C'est toujours dans un besoin de recherche de satisfaction et de plaisir que on soumet tous nos autres corps, y compris notre corps mental. Et notre corps mental, ainsi soumis, ne peut plus être efficace parce qu'il manque cruellement d'énergie. Parce que pour faire tout ça, tout ce qu'elle fait, notre psychologie, eh bien, elle va d'abord puiser l'énergie dans le plan mental, qui est le plan qui naît directement d'elle. Donc d'abord, elle prend l'énergie dans le plan mental. Donc on sait moins bien réfléchir du coup, parce qu'on n'a plus d'énergie. Et quand vous êtes fatigué, si vous êtes comptable et que vous êtes fatigué, eh bien, vous ne faites pas de comptabilité parce que vous manquez d'énergie pour bien compter. Eh bien, c'est pas là pour tout. Dès qu'on manque d'énergie, on est beaucoup moins efficace. Donc, quand notre psychologie nous prend toute notre énergie pour s'exprimer à tout prix, pour convaincre, pour avoir raison, pour avoir à tout prix ce qu'elle veut avoir, pour fuir à tout prix ce qui lui fait peur, dans tous les cas de figure, c'est toujours notre psychologie qui actionne les mouvements,
qui réagit et elle va prendre dans le mental, donc on réfléchit moins bien et elle va prendre dans le vital et le vital étant ce qui donne la forme au corps physique, eh bien, on tombe malade forcément. Si le corps vital se transforme, est transformé, eh bien, il transforme systématiquement le corps physique. Ils sont vraiment imbriqués. Nous sommes un écosystème super complexe. Ça, c'est une chose qu'il faut bonsoir Véronique. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment bien, saisir. Moi, j'aime bien parler d'écosystème plutôt que de corps ou de plan de conscience ou de dimension. Je trouve que c'est encore mieux, en fait, l'écosystème. Mais corps, dimension, tout ça, c'est très bon aussi. Hem, plusieurs plans de conscience, c'est pas mal aussi pour conceptualiser parce qu'effectivement, chacun des corps donc est un plan de conscience différent et notre conscience étant très limitée actuellement, elle n'est que dans un plan en, en même temps. Elle n'a pas la capacité d'être, focalisée dans tous les plans en même temps. Pour, vous schématiser ça, je vous dirais que si je vous tape le doigt avec un marteau, toute votre conscience va se retrouver dans votre doigt. Et là, si je vous pince, vous ne sentirez même pas que je vous pince parce que toute la conscience elle est là dans le doigt. Elle ne peut pas être ailleurs que là. Parce que nous avons pour le moment une conscience assez limitée. Donc, j'étais en train de vous dire que nous sommes un écosystème complexe. Un écosystème, c'est, je pense que vous savez ce que c'est, mais vous savez, vous êtes composé de plusieurs éléments et plusieurs éléments qui sont capables de vivre en relation entre eux. Et la relation qui est là, ça crée le milieu. Et ce milieu permet la vie de tous les éléments. Ça, c'est un écosystème. Nous vivons dans un écosystème. Dans la nature, il y a différents écosystèmes. Et nous sommes composés de différents écosystèmes également. Un écosystème physique, un écosystème vital, un écosystème émotionnel, un écosystème mental. Différents écosystèmes parce que chacun de ces écosystèmes est composé de différents éléments. Et même si on rentre encore à l'intérieur, si je regarde un organe dans l'écosystème physique, si je rentre à l'intérieur et que je prends un organe, l'organe lui-même est composé encore de différents éléments. Donc même l'organe en lui-même est un écosystème. Donc si on arrive à conceptualiser ça, c'est déjà pas mal parce que dans un écosystème, ce qui est important, c'est l'harmonie dans l'écosystème. Et on le sait très bien, l'être humain n'est absolument pas écologique. On le sait, on le voit. On n'est pas écologique parce que on n'arrive pas à se projeter justement et à voir les conséquences d'un acte qu'on pose. On peut poser un acte et puis 100 ans après, il y a des conséquences qu'on ne pouvait pas soupçonner. Donc le cerveau de l'être humain étant assujetti à ses mémoires, c'est-à-dire qu'il est assujetti à l'âme, parce que pour savoir quelque chose, l'être humain est obligé d'expérimenter la chose, ou alors on l'a encodé, il l'a appris, donc c'est encodé, c'est une programmation. Mais sinon, il est obligé d'expérimenter pour apprendre. C'est comme ça. Ça va changer, ça change. Certains aujourd'hui n'ont plus besoin. Certains aujourd'hui arrivent à avoir un contact plus direct, on va dire, avec de l'instantanéité. Mais ça a été comme ça. Donc, on a cruellement manqué d'écologie. Or, le problème de la santé mentale, c'est vraiment un problème d'écologie. Parce que pour être en bonne santé mentale, il nous faut de l'énergie. C'est notre matière cérébrale qui exprime l'énergie physique. C'est notre matière cérébrale qui fait que
on peut bouger notre corps, être en mouvement, respirer. Bref, c'est notre cerveau qui commande. C'est vraiment lui le chef d'orchestre. Donc il y avait des choses que je notais que je voulais vous dire, je sais pas si je vérifie que j'oublie rien quand même, hein. Notre cerveau, c'est un vrai chef d'orchestre et beh, du coup, je me suis je me suis perdue. Je voulais juste voir si voilà. Bon, j'ai rien oublié, tout va bien. Hem, le fait d'être écologique, c'est le fait de pouvoir voir, tous les maillons d'une chaîne et si jamais non seulement voir tous les maillons d'une chaîne, mais être capable de remplacer un maillon, si on le détruit par exemple, être capable de remplacer un maillon par un autre maillon, pas par une corde ou une ficelle qui va pas tenir et ça, jusque-là, on avait beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce qu'on est toujours régi par l'émotion, par le passé, les mémoires aussi. Donc on a du mal à utiliser notre, plan mental de façon correcte. L'énergie ne suit pas pour exprimer cette énergie mentale de façon correcte. L'énergie, elle est canalisée au niveau du plexus solaire dans l'expression de la psychologie, dans l'expression de l'ego. Donc d'un point de vue psychologique, si on aborde la santé mentale d'un point de vue psychologique, je vous dirais que, beh, le problème de la santé mentale, c'est un conflit intérieur. C'est un conflit qui naît à l'intérieur parce que, heu, un système, un écosystème écologique est toujours harmonieux. Il y a toujours de l'harmonie. Vous savez qu'on dit que tout tend toujours vers l'équilibre, vers le repos, c'est parce qu'il y a toujours un équilibre qui se fait naturellement. C'est l'harmonie des choses. Pour prendre un exemple très, très simple, si vous avez à un moment donné, heu, beaucoup de qu'est-ce que je vais dire? Beaucoup de lapins dans un endroit, eh bien, vous allez avoir des prédateurs aux lapins qui vont arriver petit à petit dans cet endroit et à un moment donné, il y aura trop de prédateurs, ce qui va faire qu'il y aura moins de lapins. Donc à un moment donné, bah, il y aura moins de prédateurs parce que les prédateurs vont mourir de faim et quand il y aura moins de prédateurs et bah, les lapins, ils vont commencer à se reproduire à nouveau. Vous voyez? Il y a toujours une chaîne, un équilibre qui se fait et c'est très harmonieux. Maintenant, l'être humain, il y voit de la disharmonie parfois, heu, quand en lui-même, il a des harmonies avec certaines choses. Par exemple, si moi, je suis en harmonie avec le petit lapin et que je vois le petit lapin se faire manger par un prédateur, je peux trouver ça disharmonieux. Ça peut m'agresser parce que moi, je suis en harmonie, je vibre qu'avec le lapin, mais je ne vibre pas avec l'ensemble, avec tout l'écosystème. Mais tout ce qui se trouve dans un écosystème sert. S'il n'y a pas de prédateurs aux lapins, les lapins envahissent l'écosystème et détruisent l'écosystème. Donc tout ce qui est là dans un écosystème sert et ce n'est pas la qualité de l'écosystème qui est importante, mais l'harmonie dans l'écosystème qui est importante. D'un point de vue psychologique aussi, on peut dire que dans tous les cas, dans tous les écosystèmes, à partir du moment où on remplit un espace, eh bien, la liberté de chaque élément qui se trouve dans l'espace, dans le milieu, est réduite. C'est-à-dire que si vous prenez une pièce et que vous mettez une personne, cette personne est libre de se déplacer dans cette pièce naturellement. Vous en mettez 2, il y a déjà moins de liberté pour la première, moins pour la deuxième aussi forcément. Vous en mettez 3, 4, 5, arrivez à 20 personnes dans cette pièce, l'espace, la liberté de chacun, la liberté de mouvement de chacun est très réduit. C'est l'écosystème qui veut ça, c'est complètement naturel et complètement écologique. Maintenant, ce qui se passe en nous, eh bien, c'est que très souvent, je vérifie qu'encore que voilà. Nous avons des désirs
Nous avons tout un tas de désirs. Tout Comme je vous disais, nous sommes plusieurs écosystèmes et quand un élément dans un des écosystèmes commence à prendre trop de place, eh bien, il y a beaucoup moins de place pour l'expression des autres éléments. Si je regarde sur le plan psychologique, si dans mon écosystème psychologique, la peur prend beaucoup de place, eh bien, je ne peux plus exprimer les autres choses que je suis, qui font partie de moi. Je ne vais pas exprimer de courage, je ne vais pas exprimer d'amour, je ne vais plus rien exprimer d'autre que de la peur si cette peur prend trop de place. Si j'ai trop d'amour dans mon écosystème, eh bien, je ne pourrai plus rien exprimer d'autre que ça et je vais aimer tout le monde à tout va et je vais téter tout le monde à tout va. Pareil, si j'ai un désir trop grand, si j'ai le désir, hem, un un désir d'acquérir ou un désir de conserver, par exemple, je veux conserver mon mari à côté de moi et ça commence à m'envahir ce désir-là et bien, je vais avoir des comportements très bizarres. Donc à partir du moment où un élément dans un de nos écosystèmes commence à être trop envahissant, à prendre trop de place, eh bien forcément il y a déséquilibre, désordre dans l'écosystème. Or nous, notre ego, il est en perpétuel conflit interne. Il crée en permanence des désordres parce que notre ego, il est plein de concepts. Pourquoi vous suivez l'atelier ce soir? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'être en harmonie? Qui est-ce qui a envie de ça? Qui mène la recherche? Très souvent, c'est l'ego, justement, avec son besoin sécuritaire. C'est l'ego qui cherche à être en paix, en harmonie et pour ce faire, eh bien, il va générer un conflit interne. Pour prendre un exemple simple, je vais prendre l'exemple du fumeur, par exemple. Une personne qui veut à l'intérieur, il y a le concept qui dit que, il ne faut pas fumer. C'est pas bon. Moralement, c'est pas bien ou on a le concept qu'au niveau de la santé, c'est pas bien, mais on le sait, c'est tout, on ne l'a pas compris réellement. Mais on a le concept que c'est pas bien de fumer et en même temps qu'on a ce concept, à l'intérieur, on a dans notre écosystème la fumée. Ça fait partie de nous. Donc ça crée un conflit interne parce qu'on a un concept et qu'en même temps, on a un besoin, heu, bah, à assouvir. C'est qu'on a besoin de la fumée parce que la fumée fait partie de notre écosystème psychologique et physique et vital. Donc ça crée un conflit intérieur et ça va générer du stress, un stress, une tension interne. Pour qu'un fumeur arrête de fumer, facilement en tout cas, c'est-à-dire qu'il arrête de fumer sans se fâcher avec ses enfants, sans se fâcher avec sa femme, ses amis, sans perdre son travail, sans prendre 20 kilos, pour qu'il arrête de fumer dans de bonnes conditions, eh bien, il faut qu'il, ait une raison intelligente et non une raison émotive. Parce que vouloir arrêter de fumer parce qu'on a des concepts, ça, c'est une raison émotive. Vouloir arrêter de fumer parce qu'on comprend l'intelligence d'arrêter de fumer, c'est une raison intelligente qui, petit à petit, va permettre à la psychologie d'arrêter facilement, de lâcher, à l'ego de lâcher prise facilement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde que j'ai rien oublié sur le plan de la psychologie. Voilà. Je vous parle d'harmonie, donc je rappelle quand même ce que c'est qu'une harmonie. Une harmonie, c'est, quand 2 fréquences se rencontrent et entrent en résonance, en accord. Il y a harmonie. Cette harmonie, dans la musique, elle se calcule mathématiquement ou elle s'entend à l'oreille, mais, heu, l'harmonique ne dépend pas du j'aime ou j'aime pas. C'est harmonieux ou c'est pas harmonieux et ça, dans la vie, c'est pareil. Il y a toujours harmonie. Il y a toujours des attirances parce qu'il y a de l'amour et bah, on attire toujours ce qu'on vibre. En ça, il y a de l'amour. Donc il y a toujours harmonique.
Maintenant, l'harmonie ne ressemble pas toujours à ce qu'on voudrait qu'elle soit. Bon, je pense que j'en ai fini avec le plan psychologique, surtout que je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vous dirais que le plus important à comprendre quand même, c'est que les choses sont ce qu'elles sont et les relations entre les choses sont ce qu'elles sont. C'est ce qu'on appelle la loi du karma, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les choses sont ce qu'elles sont. Ma main est ce qu'elle est, la plaque de feu est ce qu'elle est. La relation entre les choses est ce qu'elle est. Si je prends ma main et que je la mets sur la plaque, eh bien la vibration de ma main va vouloir descendre pour rejoindre la vibration de la plaque. Et la vibration de la plaque va monter. Non, l'inverse. La vibration de ma main va monter pour rejoindre la chaleur de la plaque et la vibration de la plaque va descendre pour rejoindre la fraîcheur de ma main. C'est de l'harmonie. Et c'est de la conséquentialité. C'est de l'écologie. Si je veux que les choses ne soient pas comme ça, si je ne veux pas que ma main se brûle quand je la mets sur une plaque, il va falloir que je modifie la condition de ma main, la condition de départ. C'est-à-dire que ma main, je vais devoir la protéger avec quelque chose qui protège de la chaleur. Et ainsi, eh bien, quand je ferai cette action, ma main ne sera pas brûlée. Donc, pour la psychologie, il est très, très important de comprendre que les choses sont ce qu'elles sont et que les relations entre les choses sont ce qu'elles sont. Ça, c'est pour le point de vue psychologique. D'un point de vue biologique maintenant, là, c'est très intéressant. Oui, je vous disais que le cerveau, c'est le chef d'orchestre, hein, et c'est des neurones, le cerveau. C'est des neurones et des transmissions, des connexions neuroniques. Donc, on peut parler d'atomes. Le cerveau, c'est des atomes. Et donc, finalement, on peut parler de subatomique, hein, parce que les atomes sont faits d'énergie subatomique. Si on perturbe un tout petit peu le corps physique, on modifie le corps vital, on modifie le corps psychologique, on modifie le corps mental. C'est-à-dire que quelqu'un de très sain, même très intellect, eh bien, s'il boit 2-3 verres d'alcool, eh bien, il va être modifié dans son corps vital, il va être modifié dans son corps physique, dans son corps vital, dans son corps émotionnel et intellectuel. Très peu dans le corps intellectuel en fonction des mémoires, de l'encodage. Mais c'est intéressant de voir que si on change sur le plan physique quelque chose, eh bien ça modifie tous les autres corps. Alors que si on change quelque chose dans le corps psychologique, par exemple, ça ne modifie pas forcément les corps extérieurs. Disons que ça peut les modifier, mais beaucoup plus lentement. Et puis en plus, c'est pas que ça les modifie, c'est que, alors très souvent, c'est la psychologie qu'on modifie, c'est-à-dire que, par exemple, on va commencer à penser plus positivement pour aller mieux. Eh bien, ça, le fait de penser plus positivement, ça n'aide pas à la guérison. Ça aide, enfin, c'est pas ça qui permet la guérison, mais ça aide dans le sens où, comme la psychologie est passée à un niveau vibratoire plus élevé, ça, ça arrête d'empêcher la guérison. Ça, ça arrête de prendre de l'énergie, donc du coup, l'énergie peut servir là où elle doit servir normalement, naturellement. Mais bon, bref, je reviens au corps physique. Si on change ce qu'on donne au corps physique ou ce qu'on fait au corps physique, on change tout l'état intérieur. Je vous ai donné l'exemple de l'alcool, mais c'est pareil pour toutes les techniques anciennes qui nous ont été apportées, comme le tai chi, le yoga, les arts martiaux. Toutes ces techniques qui sont des techniques sur le corps physique et qui permettent un changement au niveau de la conscience. Le corps, quand je vous dis que... Vous savez, on entend souvent dire que nous sommes des êtres manipulables, comme des robots.
Enfin, je sais pas si on entend dire ça, mais en tout cas, je vous le dis, nous sommes comme des robots parce que, vous êtes nous sommes des écosystèmes, donc sur le plan physique, c'est très facile de voir que si on perturbe un tantinet le plan physique, on peut vous tuer, on peut nous tuer, hein, nous rendre malades ou nous tuer. Un peu trop de calcium, un peu trop de sel, un peu trop de ci, un peu trop de ça et notre corps physique, il succombe. Sur le plan vital, c'est pareil, si on nous maintient dans une chambre nuit et jour avec de la lumière sans nous permettre de dormir, on va vraiment péter un plomb. Notre psychologie va être vraiment altérée. C'est pareil pour tout. Tout ce qu'on fait sur le corps physique va avoir un impact sur le corps psychologique, vital, mental. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce qu'on parle d'un point de vue biologique, non? Je vous dis ça parce que ces dernières décennies, ces derniers siècles, eh ben, l'être humain a toujours été dans cette recherche-fuite. Et dans cette recherche-fuite, il a c'est comme une recherche de, vous savez ce qu'on appelle la dopamine? La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui sont fabriqués par certaines cellules de notre cerveau. Il y en a pas beaucoup en plus de ces cellules, mais ce neurotransmetteur, eh bien, c'est le neurotransmetteur qui est lié, on l'appelle une des hormones du bonheur d'ailleurs, parce que ce neurotransmetteur est lié à au plaisir, vous savez? Et puis à la récompense. À la récompense même, bon, au plaisir et à la récompense. En tout cas, ce neurotransmetteur, voilà, c'est celui qui est libéré par le cerveau quand on a un acte sexuel. C'est celui qui est libéré par le cerveau quand on mange un bon plat qui nous plaît, qui nous fait bien saliver, ou quand on a quand on fait des choses qui nous plaisent vraiment, vous savez, on est dans un état, voilà, de bien-être, le cerveau libère de la dopamine. Quand on nous dit aussi des choses qui plaisent à notre ego, comme: «Ah ouais, tu es vraiment doué, ah tu es bon toi, tu es le meilleur», tu vois? Quand on vante l'ego, eh bien le cerveau libère de la dopamine. Heu, Or la dopamine, eh bien elle nous assujettit quelque part. C'est devenu comme une drogue parce que plus on libère de dopamine, plus on a envie de dopamine parce que ça met dans un état de bien-être justement. Et heu, ça, cette recherche de la dopamine, eh bien, elle devient tellement excessive et elle pousse tellement l'être humain à des plaisirs immédiats, puisque c'est une recherche de plaisir immédiat, la dopamine, que, eh bien, ça génère un grand stress à l'intérieur de l'être humain. À l'inverse, notre cerveau enfin à l'inverse, notre cerveau produit d'autres hormones, appelées hormones du bonheur et entre autres, il produit un autre neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. L'intestin aussi fabrique ce neurotransmetteur et la sérotonine, plus on en a, plus le cerveau est en paix et moins on en a, plus on est hypersensible, sensible, on est dans l'émotionnel, moins on a de sérotonine. Or, un fait étonnant, plus on a de dopamine, moins on a de sérotonine. Ça, c'est pas cool. En gros, soit on veut du plaisir immédiat, soit on veut de la quiétude immédiate. Enfin, quiétude instantanée, immédiate, je sais pas. En tout cas, notre cerveau, jusque-là, a produit beaucoup de dopamine et on en a produit. Ça a été nécessaire la dopamine parce que, sans dopamine, eh bien, ça a été nécessaire dans la survie de l'espèce. Parce que sans cette hormone libérée qui est une hormone du plaisir, eh bien, on n'aurait pas reproduit d'actes sexuels, par exemple. C'est-à-dire que si la sexualité avait été quelque chose de déplaisante, eh bien, on serait pas là aujourd'hui, hein, pour en parler. Donc la dopamine a été nécessaire, mais aujourd'hui, l'être humain est dans une recherche, exagérée. Il est dopé à la dopamine.
Donc ça crée un grand, grand stress à l'intérieur de lui. Or, un autre problème, c'est que le stress généré par cette recherche de dopamine, eh bien, ça augmente en nous le taux de cortisol. Vous connaissez la cortisol? La cortisol, c'est, c'est ce qui empêche le cerveau de s'adapter correctement à tout ce qui est à l'extérieur de lui. Donc quand il y a trop de cortisol, hein, parce qu'en réalité la cortisol, c'est une hormone qui est très utile parce qu'en quantité correcte, eh bien, c'est ce qui nous permet de prendre la fuite devant un vrai danger. C'est ce qui fait qu'une gazelle va fuir devant un lion. Mais la gazelle, quand elle a fui, elle broute, elle a oublié le lion. Le taux de cortisol redescend directement. Elle broute naturellement et si un autre lion se présente, le taux de cortisol grimpe, elle fuit, le temps de lui permettre de fuir et ensuite ça revient à un état stable, correct. Nous, l'être humain, on fonctionne pas pareil. Nous, on fuit devant des dangers illusoires et on se génère du stress parce qu'on est dans une recherche de dopamine. On fait grimper le taux de cortisol et ce taux de cortisol qui grimpe crée comme un voile dans le cerveau. Ce voile dans le cerveau, il nous empêche de nous adapter correctement à tout ce qui est environnant, donc à l'extérieur en gros. C'est-à-dire que plus on stresse, moins on est efficace, en gros. Plus on recherche de la dopamine, moins on a de sérotonine et moins on a de sérotonine, plus on est ultra sensible. Plus on est dépendant de l'émotion, de son émotion, de ses émotions et des émotions des autres, de l'émotion du chat, de l'émotion du cochon. Donc voilà. La sérotonine. La sérotonine, c'est une substance donc qui est fabriquée par le cerveau et par les intestins, par certaines cellules, hein, je raccourcis, mais c'est par certaines cellules de l'intestin et du cerveau. La sérotonine, elle va donc c'est un neurotransmetteur, mais c'est aussi quelque chose une substance qui joue un rôle important dans la construction de tous les vaisseaux. Donc elle est quand même, très importante. Les vaisseaux vont servir à oxygéner notre cerveau. La sérotonine, donc c'est une substance que le cerveau va produire à partir d'une acide aminé. Vous savez que les acides aminés, heu il y en a 8, 8, 7, 8 au total, si je dis pas de bêtises et notre corps, il en fabrique très, très peu d'acides aminés. En fait, ouais, il en fabrique quasiment pas. Il est obligé à chaque fois de prendre les acides aminés dans la nourriture et les acides aminés sont, nécessaires, justement pour fabriquer des super neurotransmetteurs comme la sérotonine. L'acide aminé s'appelle la tryptophane ou le tryptophane, je sais pas et vous pouvez en trouver quand vous mangez tout ce qui est protéines, donc bœuf, viande, enfin bœuf, viande, c'est pareil. Tout ce qui est viande, poisson gras, tout ce qui est œufs, produits laitiers et toutes autres sortes de protéines. Vous en trouvez aussi dans le riz complet, dans les bananes, dans les noix, dans tout ce qui est graines, noix. Vous en trouvez aussi dans le chocolat noir, vous en trouvez dans les légumineuses, donc haricots, haricots secs, lentilles, pois chiches. Vous en trouvez dans les, crucifères, tout ce qui est brocoli, choux de Bruxelles, les choux. Donc vous en trouvez quand même dans pas mal d'aliments. Encore faut-il les consommer ces aliments. Voilà, la sérotonine, en gros, c'était pour vous parler un peu des hormones que notre cerveau fabrique et pour vous rappeler que la base est essentielle et la base, eh bien, la base de l'évolution matérielle, c'est le corps physique. On veut aller comprendre ce qui se passe dans les plans spirituels alors qu'on maîtrise même pas le plan physique. La base. La base, c'est le corps physique et il est vraiment utile d'apporter au corps physique ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, notamment au cerveau. Donc là, je vous ai dit que sur un plan biochimique, ce qui se passait au niveau de certains neurotransmetteurs, la sérotonine,
elle est vraiment, transmetteur de paix. Je pense qu'on a toujours enseigné à l'être humain, à viser les sommets, vous voyez? Toutes les traditions, quelle spiritualité vous dit qu'il faut travailler sur la base et qu'il faut entretenir la base? Laquelle? Aucune. Toutes les traditions disent à l'être humain qu'il faut viser les sommets, atteindre les sommets, être spirituel. Mais être spirituel sans avoir l'énergie d'exprimer de la spiritualité, ça vaut rien, ça vaut rien. Si on n'a pas compris la base, vraiment, eh bien, on ne peut pas, on va atteindre des sommets qui seront en fait des bases. Combien de fois avez-vous recherché des sommets? Et combien de fois avez-vous été obligé de recommencer cette recherche? Parce que on vise les sommets, mais la base elle-même, elle n'est pas solide. Et on vise toujours les sommets au nom d'une recherche psychologique. Un autre facteur important qui est cause de troubles, donc là, je vais parler plutôt des troubles du développement, et bien, c'est le milieu. Parce que l'environnement dans lequel va arriver un enfant et plus précisément les conditions de la mère, eh bien, vont grandement impacter les le développement cérébral de l'enfant. C'est-à-dire que dès la conception, si la mère a une matrice, a un utérus alcalin, plus alcalin en tout cas on va dire, eh bien les spermatozoïdes qui vont être attirés vont être plutôt des spermatozoïdes X. Tandis que si la matrice n'est pas trop alcaline, eh bien il y aura plus de spermatozoïdes, enfin les spermatozoïdes qui vont être attirés vont plus être Y. Donc l'état de la matrice joue déjà un rôle dès le départ. Si la mère est stressée, eh bien ça va envoyer des flux dans la programmation neuronique de l'enfant. Si la mère est stressée pour X raisons, à cause de son environnement justement, peut-être son travail, avec son mari, sa situation, la situation dans la société dans laquelle elle vit. La situation de la maman, eh bien, elle dépend toujours de l'écosystème dans lequel elle vit. La maman est un élément dans un écosystème. Et cet élément dans l'écosystème, eh bien, il n'est pas, on va dire qu'il fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que, comment dire? On sait aujourd'hui qu'un enfant qui va se développer, même si la génétique de l'enfant est tout à fait appropriée à un très bon développement, eh bien, on sait que si cet enfant ne reçoit pas l'affection et les sensations, heu, bien corporelles ou autres, eh bien, son cerveau ne va pas se développer. S'il n'est pas baigné dans un environnement affectif et où il y a des sensations, le cerveau de l'enfant, le cortex préfrontal ne se développe pas. Il s'atrophie. C'est-à-dire qu'un enfant, même dans le ventre de sa mère, on comprend aujourd'hui que pour que le cerveau est complètement pré-câblé et pour qu'il se développe correctement, il faut qu'il y ait une interaction avec. C'est-à-dire qu'il faut parler à l'enfant, il faut parler au bébé, il faut parler au fœtus, il faut le toucher, le caresser, il faut lui montrer des choses, il faut interagir avec un enfant. Or, ça, ce sont des choses qu'on sait depuis pas très longtemps et les parents qui manquaient de ces connaissances pensaient très souvent, bien que l'enfant qu'il n'y a pas d'interaction justement avec l'enfant. Donc très souvent, on ne parlait pas aux bébés, aux nouveau-nés, on ne communiquait pas avec eux, on s'occupait d'eux, on les soignait, on les nourrissait, mais il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas d'échange.
On sait qu'un bébé à qui on parle très souvent avant le développement du langage, donc vers 2 ans, eh bien ce bébé va parler beaucoup plus vite qu'un enfant à qui on n'a pas parlé. Parce qu'il y aura toute une zone du cortex qui n'aura pas été développée. Un enfant qui a été abandonné, qui n'a eu aucun contact corporel, sensoriel, il va avoir un cortex préfrontal complètement atrophié. Et un cortex préfrontal qui n'est pas opérationnel, qui n'est pas développé, eh bien, ça laisse libre cours à l'expression de l'amygdale, en fait. L'amygdale, c'est ce qui s'active lors des émotions. Et l'amygdale, elle va s'activer sans cesse parce que justement, il n'y a pas cette barrière du cortex préfrontal. L'amygdale qui s'active sans cesse, eh bien, crée des troubles du comportement. Voilà. Donc ça, les troubles du comportement, bon, ça va avec tout ce qui est 10 aussi, puisque un cortex préfrontal, un cerveau développé, ce sont des connexions neuroniques en moins pour tout ce qui est 10. Ça va dépendre de la zone du cerveau. Et pour tout ce qui est des autistes, c'est pareil. Ce sont des connexions neuroniques qui n'ont pas eu lieu, très souvent à cause du contexte sociétal, toujours à cause du contexte sociétal. C'est pourquoi les troubles du développement sont plutôt considérés comme des conséquences karmiques sociétales, collectives, karma collectif, et non du karma, ce qu'on appelle le karma individuel, qui est lui très minime, très très minime. Et voilà, je pense que... Est-ce que je voulais vous dire d'autres choses? Eh bien non, je pense que j'en ai terminé. 23h, donc il nous reste encore une petite heure, on peut dire même, pour aborder plus profondément. Donc, si je vous demande comment comment faire pour être bien dans sa tête, vous avez une petite idée? Parce qu'il faut que vous travailliez un petit peu aussi, il faut que vous me donniez des éléments de réponse. Sortir de la psychologie. Alors, tu vas avoir du mal à sortir de la psychologie, hein. Par contre, tu peux sortir de l'emprise, oui, de la psychologie. La psychologie, elle est là, c'est un outil utile. C'est un outil utile. L'ego, quand on parle de psychologie, on parle de mémoire densifiée, donc on peut raccourcir en parlant d'ego. Le problème de l'ego, c'est qu'il ne se voit pas. Il est comme notre œil, en fait. Notre œil, il voit tout, mais il ne se voit pas. L'ego, il voit plein de choses, mais il ne se voit pas lui. Bien, je vais vous donner un élément de réponse. Gardez en tête cette notion d'écosystème. Et peut-être garder en tête que c'est l'harmonie dans un écosystème qui est important. Pour pouvoir changer un élément dans un écosystème, eh bien, sans perturber, je veux dire, sans causer des désastres dans l'écosystème, eh bien, ce changement ne peut se faire que par un élément extérieur à l'écosystème et non un élément intérieur. Je vous propose quelques petits exercices. Ok. Bien. Alors, des petits exercices pour... je le redis, si c'est votre premier atelier, ce que je vous invite à faire, c'est de vous ouvrir un petit cahier, un petit carnet spécialement réservé à vous, à vos observations. Et qui dit observation dit pas d'accréditation et pas de discréditation. On observe et on note. Juste pour noter votre état de départ, tout. Donc votre état de départ dans tous les écosystèmes, physique, vital, mental, émotionnel. Tout ce qui vous convient, tout ce qui ne vous convient pas, pour pouvoir juste voir la progression. C'est important pour l'ego
de voir qu'il y a progression. Sinon, il a l'impression qu'il ne fait rien et il se décourage. Donc, pour voir la progression, c'est important de noter. Et les petits exercices que je vais vous donner là, eh bien, ce sont des exercices que je vous invite à reproduire vraiment autant de fois que vous pouvez le faire. Il y en a 4. Donc, il y a ce qu'on va appeler respiration consciente, hein, au rythme cardiaque, au rythme de votre fréquence cardiaque. Donc, respiration consciente, c'est des choses qu'on entend très, très souvent. Je vais vous donner, on va partager une façon que j'ai de respirer consciemment. La deuxième chose, eh bien, c'est de prendre conscience que quand vous faites un mouvement, vous pouvez respirer en harmonie avec votre mouvement. C'est-à-dire inspirer et expirer vraiment en harmonie avec le mouvement. Si le mouvement est rapide, vous inspirez, vous expirez rapidement, ou alors vous déplacerez sur les temps, par exemple, pour 3 mouvements, une respiration. Une expiration pour 3 mouvements, une inspire. Si c'est 4 mouvements, une inspire, 4 mouvements, une expire. Voilà, par exemple, quand vous marchez, 1 pas, 2 pas, vous faites une inspire, 1 pas, 2 pas, une expire, 1 pas, 2 pas, une inspire, 1 pas, 2 pas, une expire. Ce sont des choses très mécaniques, très simples, mais ça coordonne le vital, le physique et l'astral. Ensuite, on va faire un exercice là, après la respiration, on va faire un exercice de ressenti de l'énergie vitale, juste pour que vous puissiez sentir, l'énergie vitale, en le fluide. Et puis ensuite, ce que je vous inviterai à faire, ça va être votre travail à vous, et bien ça va être de développer des réflexes mentaux. Parce que jusque-là, la majorité des gens, la plupart du temps, réagit de façon psychologique, émotionnelle. C'est-à-dire que si on voit du sang, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont capables de s'évanouir ou d'avoir des réactions très étonnantes par rapport au sang. Ce sont des réactions émotionnelles, des réflexes émotionnels. Donc apprenez à développer des réflexes mentaux. C'est-à-dire que, oui, les réflexes mentaux, c'est ce que développent les corps de les métiers, pompiers, policiers, gendarmes, tous ces métiers où on a besoin de réagir, d'être efficace d'une façon très vive, où l'émotionnel n'a pas sa place, eh bien, tous ces gens développent des réflexes mentaux. Quand on apprend à faire un art martial, on développe des réflexes vitaux. Donc, apprenez à développer d'autres réflexes que les réflexes psychologiques. C'est-à-dire le fait de réagir, de façon émotive systématiquement à quelque chose. Voilà. Donc je veux vous inviter à vous asseoir, droit, c'est le mieux, pas avachi. Après peu importe, jambes croisées, membres croisés, ça c'est pas très grave. Respiration, heu, on va le faire juste un petit peu, hein, pour que vous l'enregistriez. Alors ce que j'appelle, pour moi respiration consciente au rythme cardiaque, c'est déjà de connaître son pouls, hein, pour pouvoir inspirer et expirer au rythme du cœur. C'est important parce que quand le cœur accélère, il faut pouvoir respirer avec lui et ça le calme aussi. Ah oui, avant de commencer, pourquoi est-ce que la respiration est si importante? Vous avez remarqué que dès qu'il y a un état de stress qui s'exprime, la première des choses qu'on va entendre, c'est: «Respire, respire». Parce que quand on respire, on rentre de l'énergie vitale qui va arriver jusqu'au cerveau. On va envoyer de l'oxygène, envoyer tout un tas de phénomènes énergétiques dans le cerveau. Ça redynamise. Pendant ce laps de temps, on fait ce qu'on appelle augmenter son taux vibratoire. Donc, on augmente notre taux vibratoire. Pendant ce temps de dynamisation, eh bien, ça, le fait de recevoir de l'énergie et d'augmenter le taux vibratoire, eh bien, ça calme la psychologie. Et comme la psychologie se calme, elle s'exprime moins à travers le corps. Donc, on se calme et ça calme directement le mental.
C'est pourquoi respirer est si important. Bien. Alors la respiration consciente, ça va être 2 sur on va dire 2 mouvements. Là, on va pas utiliser le rythme cardiaque parce que nous n'avons pas tous le même, mais je vais compter comme ça et puis ça sera on va dire que c'est comme notre rythme cardiaque commun ce soir. Donc sur 2 mouvements, on va inspirer profondément. Sur 8 mouvements, on va non, je dis des bêtises. Sur 2 mouvements, on va inspirer. Sur 8 mouvements, on va conserver. Sur 4 mouvements, on va souffler et sur 4 mouvements, on va rester à vide. Donc ça fait 2-8-4-4. 2-8-4-4. Donc si vous êtes prêts, on va juste démarrer. Moi, je vais, alors évidemment, je le redis, on inspire et on expire par le nez et le jour où vous pourrez manger par le nez, vous respirerez par la bouche. Donc là, on va gonfler. Je vais, respirer de façon avec du son, je veux dire, pour qu'on puisse être ensemble tous. Voilà, donc on va commencer 3-4, on inspire. Je m'arrête. Au fur et à mesure de cette respiration, vous allez sentir votre rythme cardiaque s'apaiser, se détendre et aller de moins en moins vite. Donc vous vous ajustez évidemment. Au début, vous allez peut-être avoir 1-2 et après ça sera 1-2. Donc au fur et à mesure, vous allez amplifier l'air qui rentre dans les cages thoraciques et dans tout le ventre. Au départ, en fonction de votre état de départ, en fonction du rythme cardiaque de départ, vous n'allez pas avoir le temps de remplir, de prendre beaucoup d'oxygène au départ. Mais plus les minutes vont passer, plus vous allez tout remplir. Et là, vous allez à ce moment-là passer à une respiration ventrale, intercostale et abdominale, les 3 en même temps, parce que vous allez être vraiment gonflé à bloc. Au départ, vous commencez comme vous pouvez, ce qui se fait naturellement, et petit à petit, ça va s'amplifier et en même temps, le rythme va s'apaiser et vous allez sentir un calme vraiment intense. Vous allez vraiment oxygéner votre cerveau à ce moment-là. Bien. Le deuxième exercice que j'aimerais vous faire faire maintenant, eh bien, c'est un exercice de visualisation. Donc du coup, je vous invite à fermer les yeux tranquillement et à imaginer derrière votre tête, vous allez imaginer une plaque. Peu importe la matière de cette plaque, vous la créez. Il s'agit de votre création, votre plaque. Il faut juste qu'elle englobe la surface de la tête. Donc elle se présente face contre la tête et elle va petit à petit traverser
la tête, vous allez faire avancer cette planche à votre rythme jusqu'à ce que cette planche ait complètement traversé la tête et qu'elle se retrouve devant. Normalement, en faisant cet exercice, alors il y a toutes sortes de sensations différentes pour chacun. Ça peut être des picotements, on peut avoir senti un mal de tête aussi. Pour certaines personnes, peut-être que la planche n'a pas traversé la tête. Pour d'autres personnes, peut-être que la planche a traversé trop vite la tête. Et là, ça signifie que la planche était hors de votre contrôle. C'était un contrôle plus par l'astral que par le mental. Donc vous refaites l'exercice en avant, vous pouvez refaire traverser la planche d'avant en arrière pour normalement, vous devez sentir la planche qui passe dans la tête et ce que vous ressentez, en fait, c'est l'énergie vitale qui est, modulée au passage de cette planche. La planche, elle n'est rien du tout dans ce processus. La planche, elle sert juste à déjà, vous faire contrôler mentalement la planche et donc ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de vous faire ressentir cette planche qui traverse votre cerveau et ce que vous ressentez quand cette planche traverse le cerveau, eh bien, c'est l'énergie vitale. Voilà. Ça permet une activation et un genre de rééquilibrage de l'énergie vitale. Donc cet exercice, c'est un exercice que vous pouvez faire sur tous vos organes. C'est pas un exercice qui va vous apporter la guérison d'un organe, sinon un rééquilibrage énergétique. Voilà, au niveau de l'énergie vitale donc. Et ça, c'est aussi un exercice que vous pouvez faire très, très souvent, voilà, vraiment, très régulièrement. Eh bien, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels, vous avez besoin que j'apporte une précision? Est-ce que dites-moi tout. Parce que sans vous, là, moi, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. J'ai partagé ce que je voulais partager, donc à savoir que notre corps physique est vraiment important. Il supporte un cerveau et grâce à ce corps physique, eh bien, on est là en relation et c'est l'harmonie dans cette relation qui est importante et non la qualité de tout le milieu. On peut être dans un endroit magnifique, si on n'est pas en harmonie, eh ben, on sera en disharmonie. Forcément. Bien. Alors si vous n'avez pas de questions et la conscience, tu la situes où? Eh bien, ça dépend. La conscience, elle est partout et nulle part en même temps. Elle est elle est partout, mais on la focalise. Nous avons une conscience assez limitée, mais la conscience est illimitée et en fonction de chaque individu, la conscience va avoir un niveau différent. La conscience, elle s'exprime de bien des manières. Dire aussi, on prend la conscience avec un grand C, donc là est l'unique conscience, celle qu'on dit omnisciente, omniprésente. On va dire qu'elle s'exprime partout. Sauf que quand la conscience rencontre un corps de chien, la conscience va aboyer. Quand la conscience va rencontrer, un chat, elle va miauler. Quand la conscience rencontre un être humain avec des neurones fonctionnels, elle va s'exprimer d'une certaine manière. Quand la conscience rencontre un humain qui a, un cerveau avec un cortex préfrontal atrophié, eh ben, elle va s'exprimer par les amygdales. Enfin bref, la conscience, où je la situe là où toi tu la situes.
Comme je te dis, si on vient me planter, un couteau dans la jambe, là, ma conscience, elle risque de se retrouver dans ma jambe. Enfin, la conscience qui s'exprime à travers ce corps, en tout cas, elle va se retrouver là. À moins que je sois, vraiment déjà, heu, dans un état de conscience tellement modifié que je ne ressente plus cette douleur-là et que ma conscience, je l'ai emmenée ailleurs. C'est d'ailleurs, heu, dans ce sens qu'on se sert de l'état de conscience modifié, quand on fait de l'hypnoanalgésie, par exemple, en anesthésie. Donc la conscience, on la situe partout et nulle part, là où on veut bien la mettre, finalement. Respiration consciente, combien de temps par jour? À quelle fréquence? Eh bien, combien de temps par jour? Autant de fois que tu te souviens qu'il faut en avoir conscience. Tu peux le faire à tout moment quand tu fais une activité ou quand tu vas te coucher sinon et ça marche bien aussi. Voilà. Au départ, c'est souvent quand on va se coucher, quand on se détend et qu'on a le temps d'y penser justement, on se dit: «Ah bah, voilà». Très souvent on s'endort sur la respiration et puis après on y pense dans la journée, donc on le fait plus souvent dans la journée. Après, là je vous dis 2-2-8-4-4, vous pouvez le faire, c'est bien. Vous pouvez faire aussi 4-16-8-8 en fonction. Si vous êtes quelqu'un qui pratiquait l'apnée par exemple, qui allait en plongée sous-marine, vous avez déjà une bonne capacité de respiratoire. Donc là, vous n'allez pas faire 2-8-4-4 mais plutôt 4-16-8-8 et puis ça peut être aussi, votre propre respiration, votre propre rythme. En fait, vous pouvez déterminer vous-même un rythme que vous trouvez correct, par exemple 2-2, 2-2, vraiment comme vous voulez, comme vous voulez. La fréquence et bah, on respire sans la conscience qu'on respire et là, si on peut mettre cette conscience-là déjà dans la respiration tous les jours, une partie de la conscience au moins tous les jours dans la respiration et à tout moment, eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est vivre en conscience comme on dit, mais en conscience de tout. En conscience et en relation avec tout ce qui nous entoure, en relation avec notre alimentation, en relation avec les êtres humains qui nous entourent, avec la nature, avec les animaux, avec l'air que l'on respire. Donc c'est juste être en relation consciente, un maximum de temps par jour et un maximum de jours. Voilà, donc je vais vous dire bonsoir et puis si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, eh beh, n'hésitez pas à les envoyer, à les poster. Alors, est-ce que tu conseilles de visualiser une couleur à inspirer et expirer? Pas forcément. Non, non, pas forcément. Enfin là, c'est j'ai envie de te dire que tu fais, comme tu as envie, mais il y a pas besoin de visualiser de la couleur, juste, sentir l'air que tu respires et respirer par le nez parce que c'est le nez qui est capteur d'énergie vitale dans la respiration. Voilà. Y a-t-il un lien entre la santé mentale et le plan astral? Oui, Kevin. Parce que le plan astral, c'est justement le plan psychologique. Ce qu'on appelle le plan psychologique, le plan des mémoires. Le plan astral, ça signifie vraiment le plan des mémoires. Le plan de tout ce qui a été, enregistré, mémorisé dans la matière et encore une fois, la matière, c'est plusieurs choses. Il y a l'astral physique, parce que le corps physique enregistre, il a une mémoire, il conserve de la mémoire. Il y a l'astral, vital, parce que tout ce qui est contenu dans l'astral vital, c'est tout l'encodage de survie d'une espèce, tout l'encodage de 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 survie, d'amélioration d'une espèce, de reproduction donc de l'espèce. Il y a ensuite l'astral mémoriel qui est lui, bah,
tout ce que l'être humain a appris depuis qu'il est sur terre, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a émis comme émotion, tout ça, c'est enregistré dans ce qu'on a toutes les prières qu'il a faites, tout ça, toutes ses peurs, tous ses plaisirs, tout ça, c'est l'astral, c'est ce qu'on appelle le plan astral, le plan qui manipule l'être humain, le plan de la psychologie, le plan de l'âme. L'âme fait partie du plan astral, c'est celle qui vit qui est là pour cumuler les expériences, les mémoires justement, et qui d'ailleurs les ramène pendant la nuit, durant le sommeil. L'âme fout la paix au corps physique et au plan mental et au plan vital. Elle leur fout la paix et elle va justement apporter toutes ses mémoires, toute son expérience dans les mémoires planétaires, ce que les traditions hindoues appellent les annales akashiques. Tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été mémorisé. Et ce plan astral, eh bien, étant celui qui tente de s'exprimer le plus dans l'être humain, prend toute l'énergie qui, du coup, n'arrive pas jusqu'au plan mental. Parce que l'énergie, elle grimpe, on la dynamise, et plus on la dynamise, plus on l'exprime d'une façon adéquate, appropriée, efficace. Mais si l'énergie est dévorée par le plan astral, donc par la psychologie, eh bien, l'énergie n'est pas dynamisée, elle est détournée, dérobée. Voilà, c'est pourquoi on entend souvent dire qu'il y a des entités du plan astral qui nous volent de l'énergie. Ces entités du plan astral sont toutes les mémoires qui tentent de vivre et qui existent dans notre psychologie. Toutes ces mémoires s'expriment au présent et toutes ces mémoires consomment beaucoup d'énergie parce qu'il faut de l'énergie pour conserver en mémoire et il faut de l'énergie pour exprimer une mémoire. Donc tout ça prenant notre énergie, eh bien, on n'en a plus pour réfléchir correctement, raisonner correctement. Voilà Kevin, mais une chose importante par laquelle je vais terminer, c'est que le plan astral, il nous assujettit seulement et uniquement parce qu'on le laisse nous assujettir. Sinon, le plan astral n'est rien du tout. Il a sa puissance parce que nous lui donnons sa puissance. Donc, quand on comprend par le plan mental que l'astral empêche justement le mental de se développer plus et d'être encore plus efficace et de devenir un mental supérieur et ensuite un supramental, eh bien, petit à petit, on se désassujettit justement du plan astral. On coupe les ponts, on coupe les liens, on arrête de nourrir les mémoires. De la mémoire animée, oui, animée vivante. Si on parle de mémoire animée, on parle de mémoire vivante. Et bien oui, la mémoire est toujours vivante. Et la mémoire vit toujours au présent, toujours. Toutes les mémoires vivent toujours au présent. Si je te dis, Kevin, là maintenant, de te souvenir de ta matinée, eh bien, tu t'en souviens là maintenant. Tu ne repars pas là-bas au passé, ça n'existe plus. Tu revis le moment passé, là maintenant, dans l'instant présent. Toutes les mémoires sont ainsi. Et elles sont animées, oui. Et encore animées, elles sont animées parce que le cerveau est une mécanicité qui projette des images à la seconde. Tu sais, le cerveau, il projette comme dans une vidéo d'ailleurs, le cerveau, il te projette dans ton écran mental plus de 23 images à la seconde et tu as l'impression que ça crée un mouvement. En réalité, il n'y a rien du tout qui est animé. Même tout ce que tu vois à l'extérieur de toi n'est qu'une interprétation que ton cerveau fait d'une image qu'il reçoit en retard. Parce que ce que tu vois, quand ton cerveau le voit, en fait, il y a déjà un laps de temps, puisque c'est le laps de temps, le temps de la vitesse de la lumière. Donc,
c'est très rapide, mais c'est quand même un temps. Donc ce que tu vois, tu le vois au passé, déjà, et ton cerveau, il prend une photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo. Il prend que des images, en fait, que des mémoires figées. Mais comme il a la capacité d'aller fouiller dans les mémoires, eh bien, il a l'impression qu'il y a un mouvement. Il a l'impression qu'il y a un temps. Mais ça, c'est une illusion du cerveau. Il n'y a aucun temps, tout est là instantanément. Et donc, ben, toutes les mémoires sont animées au présent, si tu les animes. Si tu vas pas dans tes mémoires, tu animes aucune mémoire. Et les entités, c'est pareil. Les pensées, la pensée, c'est bien quelque chose d'animé. Mais la pensée, tu ne peux pas penser si tu n'as pas de mémoire. Si tu n'as pas appris l'arabe, tu ne peux pas penser en arabe. C'est pas dans ton mémoriel. Si tu n'as jamais vu voilà, je sais pas qu'est-ce qui existe qu'on n'a jamais vu. Si tu n'as jamais vu un je sais pas, un iguane, tu as déjà vu un iguane, je pense, mais si tu n'as jamais vu un iguane, tu peux pas savoir ce que c'est qu'un iguane, si c'est pas dans ton mémoriel. Donc de la mémoire animée, oui, parce que l'être humain vit et que c'est à travers l'être humain que tout s'exprime. Donc c'est animé, c'est très animé même. Voilà. Bien. Donc sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions qui émergent, je vais vous dire bye bye. Je vous dis à la prochaine, au prochain atelier. Si vous avez envie de me proposer un thème de sujet à aborder, ça sera peut-être plus dans ce sens-là qu'on le fera. Et voilà, bien, je vous souhaite une bonne soirée, reposez-vous bien et prenez bien soin de vous. Ciao.